Les ingénieurs ont rendu leur verdict. Ce camion est une perte totale. Des millions en jeu. L'entreprise est au bord de la faillite. Jusqu'à ce que la femme de ménage de l'atelier interrompe la réunion et dise « Avec tout le respect que je vous dois, on peut le réparer ». Il rit, filme, l'humilie. Vous nettoyez les sols, vous ne touchez pas aux machines. Mais quand elle les regarde tous en face et demande 3 heures, le silence s'abat sur la cour. Chers amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire et dites-nous en commentaire de quelle ville de France vous nous suivez. Nous voulons savoir d'où vous nous accompagnez. Dans la ville de Lyon, au cœur vibrant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, existe une entreprise qui fait avancer la France. La logistique Rhône-Alpes n'est pas seulement un transporteur de plus, c'est un empire sur roues. 87 camions sillonnent les routes, jour et nuit, transportant l'espoir emballé dans des cargaisons, connectant les usines aux destinations, les rêves aux réalités. 2 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Des chiffres qui impressionnent, mais les chiffres, mes chers amis, ne racontent pas toute l'histoire. L'homme derrière ce géant s'appelle Auguste Fournier, 52 ans. Cheveux grisonnants peignés en arrière, de grandes mains qui portent encore les callosités de celui qui a commencé à conduire lui-même, il y a 28 ans, un unique vieux camion. Auguste a tout construit de zéro. Chaque centime a été gagné à la sueur de son front. Chaque conquête a été arrachée avec rage et une détermination farouche. Mais le succès exige parfois un prix que l'argent ne peut payer. Il y a 4 ans, Auguste a perdu son épouse, Élise, suite à un accident vasculaire cérébral. Une matinée normale, un mal de tête soudain, et 6 heures plus tard, elle n'était plus là. La douleur était si profonde qu'Auguste a fait ce que beaucoup d'hommes font quand ils ne savent pas gérer le vide. Il a plongé dans le travail. Il a travaillé 14 heures par jour, 16, 18. Il a fui la maison qui portait sa présence dans chaque recoin. Il a fui les souvenirs qui faisaient trop mal. Et en fuyant, il s'est aussi éloigné de celle qui avait le plus besoin de lui. Monique, sa fille unique, 24 ans, n'a pas pu pardonner à son père d'être toujours absent, toujours occupé, toujours ailleurs, quand elle avait le plus besoin d'un câlin. Après le départ de sa mère, la distance a grandi comme une fissure silencieuse. Aujourd'hui, Monique répond à peine à ses appels. L'homme qui a construit un empire de transport a perdu le chemin du cœur de sa propre fille. Et cette solitude a transformé Auguste en quelqu'un de dur, de froid. Il a commencé à juger les gens uniquement par leurs résultats financiers, leurs diplômes, leurs titres, comme si la valeur humaine pouvait être mesurée par des certificats accrochés au mur. Mais notre histoire d'aujourd'hui n'est pas sur Auguste, pas encore. Elle est sur une femme que personne ne remarquait. Une femme invisible aux yeux de ceux qui ne voient que les postes, pas les personnes. Claire Dubois a 26 ans et travaille comme femme de ménage à la logistique Rhône-Alpes depuis 3 mois. 800 € par mois pour nettoyer les toilettes, passer la serpillière dans les couloirs, vider les poubelles. Quand elle entre dans les bureaux avec son uniforme bleu délavé et son chariot de produits de nettoyage, les cadres lèvent à peine les yeux. Elle fait partie du décor, un détail sans importance dans le paysage corporatif. Mais s'il faisait attention, s'il la regardait vraiment, il verrait quelque chose qui ne correspond pas à sa fonction. Claire a une posture droite, militaire, les épaules toujours alignées, le menton levé, des mouvements précis et économiques. Ses cheveux noirs sont toujours attachés en une queue de cheval fonctionnelle. Pas de vanité, que de la praticité. Et ses mains? Ah, ses mains racontent une autre histoire. Ce sont des mains calleuses, avec de petites cicatrices de vieilles brûlures, des taches de graisse que même le savon le plus fort ne peut enlever complètement. Ce sont des mains qui ont tenu des choses bien plus lourdes que des balais, parce que Claire Dubois n'est pas née pour nettoyer les sols. Elle est née pour réparer l'impossible. Pendant 5 ans, Claire a servi dans l'armée française, pas n'importe où. Elle était sergent spécialiste au 5e régiment du génie de combat à Toulouse. Pendant que d'autres jeunes femmes de son âge choisissaient des cursus universitaires,
Claire portait une combinaison vert-olive, les mains plongées dans les entrailles de véhicules blindés, d'équipements de génie, de camions militaires. Elle a appris la mécanique diesel avancée, les systèmes hydrauliques à haute pression, le diagnostic de panne complexe. Elle a suivi des cours, beaucoup de cours. Elle a reçu des médailles, a opéré en mission en Guyane, où elle a dû improviser des solutions techniques au milieu de la forêt dense, sans pièces d'origine, sans structure d'atelier, juste avec intelligence et pure habileté. Mais la vie militaire s'est terminée brusquement quand son frère cadet, Théo, 19 ans, a été diagnostiqué avec un autisme sévère. Ses parents, Antoine et Louise, tous deux âgés de 68 ans, ne pouvaient plus lui apporter le soutien nécessaire. Le traitement était cher, 4 500 € par mois. Quelqu'un devait prendre la responsabilité. Et Claire, comme elle l'a toujours fait, a fait passer sa famille avant ses propres rêves. Elle a quitté l'uniforme, est revenue à la vie civile et a commencé sa quête d'emploi. Elle a envoyé 47 CV, 47 à des ateliers, des transporteurs, des concessionnaires de véhicules lourds. Son CV présentait une solide expérience militaire, des cours techniques certifiés, des opérations complexes sur le terrain. Mais savez-vous quel a été le retour? Le silence. Un silence absolu. Parce que le marché civil regarde une femme ex-militaire de 26 ans et ne voit pas de compétences. Il voit une anomalie, quelque chose qui ne correspond pas au modèle attendu. Personne ne l'a appelé pour un entretien. Aucun atelier n'a répondu. Quand la facture d'électricité a commencé à s'accumuler, quand il a manqué d'argent pour la séance de thérapie de Théo, Claire a accepté le seul emploi qu'elle a pu trouver, femme de ménage à la logistique Rhône-Alpes. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle avait besoin de manger, parce qu'une famille dépendait d'elle. Et Claire a ravalé sa fierté, a enfilé l'uniforme bleu et a pris le balai comme s'il s'agissait d'une arme de guerre. Parce qu'au fond, c'en était une. C'était sa façon de survivre. Alors, nous arrivons au mardi qui allait tout changer. Le camion-citerne Scania R584 de la logistique Rhône-Alpes est revenu de la liaison Lyon-Paris avec une panne catastrophique. 850 000 € d'investissement, équipé d'un système hydraulique sophistiqué pour actionner une benne basculante de 30 000 litres utilisée pour le transport de produits chimiques industriels. Et le véhicule a simplement rendu l'âme, a cessé de répondre. Le système hydraulique a complètement bloqué. L'équipe interne de mécaniciens a tenté de diagnostiquer pendant 2 jours. Rien. Auguste, désespéré, a fait appel à des techniciens spécialisés de Scania même. Il a payé 45 000 € pour des analyses d'urgence. 3 équipes différentes, des ingénieurs certifiés, avec des diplômes d'écoles d'ingénieurs réputés, des décennies d'expérience. Ils ont passé 1 semaine entière penchés sur ce camion comme des médecins devant un patient en phase terminale. Et le verdict a été unanime. Perte totale, irréparable. Le système hydraulique avait subi une contamination chimique irréversible, une corrosion généralisée des valves, une cristallisation du fluide, une atteinte structurelle des cylindres. Le coût de réparation serait supérieur au prix d'un camion neuf. La recommandation technique officielle signée par les 3 ingénieurs était claire, mise au rebut immédiate. Le préjudice était dévastateur. Non seulement les 850 000 € du camion perdu, Auguste avait des contrats de 4,2 millions d'euros pour le transport d'intrants chimiques qui seraient annulés s'il ne remplaçait pas ce véhicule dans les 15 jours. Et l'importation d'un camion-citerne équivalent prendrait au minimum 2 mois. La santé financière de toute l'entreprise était en jeu. 143 emplois ne tenaient qu'à un fil. Le vendredi après-midi, Auguste a convoqué une réunion d'urgence dans son bureau exécutif au 3e étage. Étaient présents les 3 ingénieurs seniors de Scania. Henri Breton, 56 ans, Michel Dubois, 48 ans, et Claude Mercier, 51 ans. Tous des hommes expérimentés, respectés, avec des références impeccables. Il y avait aussi Jean-Charles, le directeur des opérations, et 2 investisseurs minoritaires qui menaçaient déjà de retirer leur capital si la crise n'était pas résolue, Bernard Leclerc et Ernest Leroy.
L'atmosphère était lourde comme du plomb. Des voix tendues discutaient d'options qui n'existaient pas. Des chiffres étaient recalculés dans l'espoir d'un miracle mathématique, un désespoir déguisé en professionnalisme. Et c'est à ce moment précis que Claire est entrée dans la pièce, poussant son chariot de nettoyage. C'était l'heure du nettoyage quotidien. Elle portait l'uniforme bleu, des gants en caoutchouc jaune, et transportait le seau de produits de nettoyage. La conversation s'est brièvement arrêtée, juste le temps d'enregistrer sa présence comme un inconvénient nécessaire. Puis elle a repris. Claire a commencé à travailler en silence, nettoyant le tableau blanc au fond de la pièce, vidant les poubelles, passant la serpillière sur la table de réunion. Mais elle écoutait chaque mot technique prononcé et quelque chose sur son visage a commencé à changer. Henri Breton était debout, gesticulant tout en expliquant le diagnostic technique aux investisseurs qui ne comprenaient rien à la mécanique, mais comprenaient très bien les pertes financières. Sa voix avait ce ton professoral de quelqu'un habitué à être la plus grande autorité dans la pièce. « Voyez, messieurs, disait-il, ajustant ses lunettes à monture dorée. Le système hydraulique de ce camion fonctionne à 350 bars de pression. Pour vous donner une idée, c'est environ 350 fois la pression atmosphérique normale. C'est une force brutale qui exige des composants de très haute précision. La contamination chimique qui s'est produite a corrodé les joints des vannes proportionnelles, cristallisé le fluide hydraulique ISO VG46 et compromis structurellement les vérins télescopiques à double effet. Les investisseurs hochèrent la tête, faisant semblant de comprendre. Auguste était affalé dans sa chaise en cuir, regardant dans le vide, calculant mentalement combien d'employés il devrait licencier s'il perdait ses contrats. Henri continua. « C'est un cas de défaillance systémique irréversible. En 32 ans de travail en mécanique lourde, j'en ai vu des choses, mais ça... » Il secoua la tête avec un air dramatique calculé. « Même au siège de Scania, en Suède, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça être récupéré. C'est une perte totale, messieurs. Il n'y a rien à faire. La seule option économiquement viable est la mise au rebut. » Claire nettoyait le tableau blanc au fond de la pièce. Ses mouvements ralentirent. Elle s'arrêta de passer le chiffon et resta immobile quelques secondes, traitant chaque mot technique qu'elle venait d'entendre. Son expression changea, ce n'était pas du doute, c'était un désaccord absolu. Elle connaissait ce type de problème. Elle l'avait déjà vu, l'avait déjà résolu. Les mots s'échappèrent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. « Avec tout le respect, monsieur, mais ce camion n'est pas une perte totale, il peut être réparé. » Le silence qui s'ensuivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ce n'étaient pas des regards de curiosité, c'étaient des regards d'incrédulité irritée, comme si une fourmi s'était mise à parler au milieu de la réunion. Auguste leva la tête lentement, les yeux fixés sur elle. « Quoi ?» Sa voix était basse, dangereuse. « Et qui êtes-vous pour donner un avis sur des sujets techniques que vous ne comprenez absolument pas ?» Claire sentit le sang se figer dans ses veines, mais elle avait commencé. Elle ne pouvait plus reculer. « Monsieur, Vous êtes la femme de ménage. » Auguste explosa, se levant de sa chaise. « Vous nettoyez les toilettes, passez la serpillière, videz les poubelles. Retournez à votre travail et taisez-vous. Comment osez-vous interrompre une réunion technique avec des personnes qualifiées ?» Henri Breton laissa échapper un rire sec, dédaigneux. Il croisa les bras et regarda Claire comme s'il regardait une enfant qui prétendait savoir piloter un avion. « Mademoiselle, » dit-il avec une condescendance venimeuse, « nous sommes 3 ingénieurs spécialisés avec plus de 90 ans d'expérience combinée en mécanique lourde. J'ai un diplôme d'ingénieur mécanique de l'École centrale de Lyon, un post-diplôme en systèmes hydrauliques de l'École polytechnique. J'ai travaillé sur des projets en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et vous pensez vraiment en savoir plus que nous? Vous pensez comprendre les systèmes hydrauliques à 350 bars de pression? » Claire sentit son visage brûler, mais elle garda une voix ferme. « Monsieur,
J'ai travaillé 5 ans dans l'armée française comme mécanicienne de véhicules blindés. J'ai déjà réparé un problème identique en... Assez. Auguste frappa la table avec force, faisant sursauter tout le monde. Personne n'a demandé votre avis. Si vous étiez une si bonne mécanicienne, pourquoi diable travaillez-vous comme femme de ménage? Cela en dit long sur votre compétence, n'est-ce pas? Les investisseurs rirent. Bernard Leclerc, le plus âgé d'entre eux, 61 ans, au ventre proéminent, commenta sarcastiquement: « La prochaine chose que nous allons entendre, c'est que la fille du café est aussi ingénieure en aéronautique. » Les rires redoublèrent. Claire sentit chaque rire comme une gifle. Michel Dubois, le deuxième ingénieur, sortit son téléphone portable et le pointa vers Claire. « Ça, il faut que je l'enregistre, » dit-il, ouvrant l'application appareil photo. « Quand vous n'arriverez à rien, cette vidéo circulera dans tous les transporteurs de la région comme exemple d'arrogance infondée. Ce sera une leçon éducative sur la connaissance de sa place. » Jean-Charles, le directeur des opérations, un homme de 43 ans habituellement silencieux, tenta timidement d'intervenir. « Messieurs, peut-être devrions-nous écouter ce qu'elle a à dire. Ça ne coûte rien d'écouter, Jean-Charles. » Auguste coupa sèchement, se tournant vers lui avec un regard d'avertissement. « Si vous ne voulez pas être rétrogradé, je vous suggère de vous taire et de laisser les spécialistes parler. » Jean-Charles baissa la tête, honteux, mais obéit. Claire était seule, complètement seule face à cet homme puissant qui la regardait comme si elle était insignifiante. Auguste s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel avec une posture intimidante. Il était grand, 1,85, et utilisait cela pour dominer. « Savez-vous combien j'ai payé ces 3 spécialistes pour analyser ce camion ?» Il cracha presque les mots. « 45 000 €. Et vous, avec votre balai et vos produits de nettoyage, pensez pouvoir contredire leur diagnostic. Quelle farce pathétique !» Henri Breton s'approcha aussi, formant un mur d'autorité masculine devant elle. « Ma petite, » dit-il avec une cruauté calculée, chaque mot choisi pour blesser. « Retournez à votre fonction. Les personnes comme vous n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre des systèmes complexes. Dieu a donné à chacun sa place dans le monde. Vous êtes nés pour nettoyer, pas pour penser. Acceptez cela et soyez heureuse de ce que vous êtes. » Les mots la coupèrent plus profondément que n'importe quelle lame. Claire sentit des larmes monter dans ses yeux, non de tristesse, mais de rage et de frustration. Rage contre elle-même pour avoir ouvert la bouche. Frustration d'être dans cette situation d'humiliation publique. Elle baissa la tête, saisit son chariot de nettoyage de ses mains tremblantes et se dirigea vers la porte. Claude Mercier, le 3e ingénieur, qui était resté silencieux jusque-là, ajouta plus de venin. « Et soyez reconnaissante d'avoir encore un emploi après cette ridicule présomption. Si c'était mon entreprise, vous seriez renvoyé sur le champ pour manque de respect et effronterie. » Claire atteignit la porte. Sa main toucha la poignée. Elle allait partir, allait ravaler l'humiliation, allait retourner à ses balais et ses seaux, allait accepter la place que le monde lui avait assignée. Mais alors, quelque chose en elle se brisa. Ce ne fut pas la défaite, ce fut l'opposé. Ce fut le son interne d'une décision prise, d'une ligne franchie, de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Elle s'arrêta, inspira profondément, lâcha la poignée et se retourna. Quand Claire leva le visage, il n'y avait plus de soumission. Il y avait la sergent qui avait commandé des opérations en Guyane. Il y avait la mécanicienne qui avait réparé des blindés sous le feu. Il y avait la femme qui n'avait pas peur des hommes riches avec des diplômes accrochés au mur. Le problème n'est pas une contamination chimique irréversible. Sa voix était différente maintenant. Technique, précise, autoritaire. Ce n'était plus la voix d'une femme de ménage, c'était la voix d'une spécialiste. C'est une cristallisation sélective du fluide hydraulique causée par une exposition prolongée à des températures supérieures à 90 oC pendant le transport. Le silence changea de qualité. Ce n'était plus le silence du dédain, c'était le silence de la surprise. Claire continua, sa voix gagnant en force.
Les joints ne sont pas corrodés, ils sont gonflés par absorption de solvants résiduels, provoquant un blocage mécanique, non chimique. La solution n'est pas de remplacer le système entier, c'est de faire un rinçage thermique inversé du circuit, de remplacer uniquement les joints nitriliques par du Viton, de reprogrammer la pompe hydraulique pour réduire les pics de pression et de recalibrer les vannes proportionnelles avec un fluide synthétique ISO VG68 au lieu du VG46 standard. Henri Breton pâlit. Ce n'étaient pas des mots qu'une femme de ménage devait connaître, c'étaient des termes très techniques, trop spécifiques pour être inventés. Cela restaurerait 98% de la fonctionnalité opérationnelle pour moins de 180 000 €. Claire conclut, regardant directement dans les yeux d'Auguste, et cela prendrait au maximum 72 heures de travail. Personne ne riait maintenant, personne ne disait rien. La salle était en état de choc absolu. Henri Breton retrouva la voix le premier, mais elle sortit tremblante, défensive. C'est ridicule. Le rinçage thermique inversé n'est pas une procédure reconnue par Scania. D'où sortez-vous cette fantaisie? D'une vidéo vue sur Internet? Claire le regarda, sans ciller. Je ne l'ai pas sortie de fantaisie et je ne l'ai pas apprise dans une vidéo. J'ai utilisé cette procédure en août 2023 lors de l'opération Guyane 4. 2 blindés Guarani 6-6 ont présenté une défaillance hydraulique identique après avoir traversé une rivière contaminée par des résidus d'orpaillage illégal dans la région de la forêt dense de Guyane. La cristallisation du fluide, par exposition au mercure et aux solvants organiques, a complètement bloqué les systèmes hydrauliques des tourelles d'armement. Nous avons récupéré les 2 véhicules sur le terrain, sans structure d'atelier, en utilisant un rinçage thermique avec chauffage contrôlé à 102 sous eau, suivi d'un refroidissement brusque avec de l'eau glacée de la forêt. Les blindés sont retournés au combat en 68 heures et ont fonctionné parfaitement pendant 14 mois supplémentaires jusqu'à la fin de la mission. Elle fit une pause, laissant l'information pénétrer et ajouta « Il y a les rapports techniques signés par le colonel-ingénieur Marc Duval, commandant de l'opération. Si vous voulez vérifier, je peux demander une copie certifiée directement du commandement militaire de Guyane. » Auguste sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas encore de la conviction, c'était du doute. Doute sur son jugement, sur ses certitudes, sur les personnes qu'il avait placées sur des piédestaux. « Si vous êtes si compétente, demanda-t-il, la voix moins agressive, mais toujours sceptique, pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage ? La question fit plus mal que les offenses, parce qu'elle exposait l'injustice brutale du monde. Claire inspira profondément avant de répondre, parce que mon frère cadet, Théo, a 19 ans et a été diagnostiqué avec un autisme sévère il y a 6 mois. Il a besoin d'un traitement quotidien qui coûte 4 500 € par mois. Mes parents, Antoine et Louise, ont 68 ans. Mon père souffre d'arthrose chronique aux 2 mains et ne peut plus travailler. Ma mère a eu 2 hernies discales et peut à peine rester debout plus d'1 heure. Quand j'ai quitté l'armée il y a 4 mois pour m'occuper de mon frère, j'avais besoin d'un revenu immédiat. Je ne pouvais pas attendre de longs processus de sélection. Je ne pouvais pas risquer de me retrouver au chômage. Le traitement de Théo ne peut pas s'arrêter une seule semaine, sinon il régresse. J'ai envoyé 47 CV à des ateliers et des transporteurs. Savez-vous combien m'ont appelé pour un entretien? Aucune. 0. Parce que quand ils voient une femme de 26 ans, ex-militaire, ils ne voient pas de compétences, ils voient un problème. Sa voix devint chevrotante, mais elle ne s'arrêta pas. La seule place que j'ai trouvée était celle-ci, comme femme de ménage. Et je l'ai acceptée parce que j'ai besoin de nourrir ma famille, de payer le loyer, d'acheter les médicaments de mon frère. Je l'ai acceptée parce que la dignité ne se mesure pas au poste que vous occupez, mais à la responsabilité que vous assumez. Alors oui, monsieur Auguste, je nettoie les toilettes, je passe la serpillière et je le fais avec la même excellence que je répare les blindés parce que la compétence n'est pas dans l'uniforme que vous portez, elle est dans la personne que vous êtes.
Le silence était maintenant différent, c'était de la pure gêne. Bernard Leclerc, l'investisseur qui l'avait raillé dans la salle, se déplaça inconfortablement sur sa chaise et détourna le regard. Ernest Leroy regardait ses propres mains. Jean-Charles avait les larmes aux yeux. Auguste sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Culpabilité, honte, reconnaissance tardive d'une injustice brutale qu'il avait perpétuée. Il regarda Claire, la regarda vraiment pour la première fois, et vit non pas une femme de ménage, mais une personne extraordinaire qu'il avait piétinée par pur préjugé. Mais il était un entrepreneur, et les entrepreneurs calculent les risques. Si elle avait raison, il économiserait 670 000 euros et sauverait des contrats de 4 millions. Si elle avait tort, il perdrait seulement 3 jours, et la situation était déjà perdue de toute façon. « D'accord », dit Auguste finalement croisant les bras. Sa voix était dure, mais il y avait une fissure en elle. « Vous avez 3 heures pour prouver que vous savez de quoi vous parlez. Si vous n'arrivez absolument à rien d'utile sur ce camion en 3 heures, vous êtes renvoyé non seulement pour la présomption de contredire des spécialistes, mais pour perte de temps pour l'entreprise. Et je m'assurerai personnellement que vous ne trouviez plus d'emploi dans aucune entreprise de transport ou atelier de cette région. Votre nom sera marqué, est-ce clair ? » Claire déglutit. Elle savait ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement son emploi, c'était la survie de toute sa famille. « Oui, monsieur. » Elle répondit, la voix ferme malgré la peur. « C'est clair. » Henri Breton laissa échapper un rire. « Ça, il faut que je le voie personnellement. 3 décennies d'expérience contre une femme de ménage qui dit avoir réparé des camions en pleine brousse. Ce sera amusant de vous voir échouer. » Michel Dubois leva à nouveau son téléphone. « Je vais continuer à filmer. Quand vous n'arriverez à rien, cette vidéo servira d'avertissement aux autres qui ne connaissent pas leur place. » Il sourit cruellement. « Ce sera une leçon d'humilité. » Claire les regarda un par un et dit ensuite avec un calme qu'aucun d'eux n'attendait. « Alors, allons dans la cour, et vous apprendrez aujourd'hui que sous-estimer les gens est la forme d'ignorance la plus coûteuse. » Le groupe descendit vers la cour de maintenance comme une étrange procession. 3 ingénieurs en costume, 2 investisseurs en vêtements de ville coûteux, un directeur des opérations nerveux, un entrepreneur sceptique et une femme de ménage en uniforme bleu qui portait sur ses épaules le poids de prouver l'impossible. Le camion Scania R500 était stationné au fond de la cour, isolé comme un monument à la défaite. C'était une machine imposante, 8 essieux, une benne basculante de 30 000 litres, peinture rouge et blanche de l'entreprise, mais avec l'apparence d'un géant endormi qui ne se réveillerait plus jamais. Autour, des mécaniciens de l'entreprise travaillaient sur d'autres véhicules, mais quand ils virent le groupe s'approcher du Scania condamné, ils s'arrêtèrent pour observer. La nouvelle s'était répandue rapidement. La femme de ménage avait dit qu'elle réussirait à réparer ce que les ingénieurs de Scania avaient déclaré comme perte totale. Claire s'approcha du camion avec révérence. Elle passa la main sur la carrosserie comme quelqu'un qui touche un cheval blessé, sentant la texture du métal, lisant l'histoire du véhicule à travers les éraflures et les bosses de tant d'années de travail acharné. Puis, d'une voix technique et d'une autorité que personne n'attendait de quelqu'un portant cet uniforme, elle appela Antoine. Antoine Silva, le chef d'équipe de maintenance, un homme de 57 ans avec une combinaison tachée de graisse et 30 ans d'expérience dans les camions, s'approcha. Il ne connaissait Claire que comme la femme de ménage, mais quelque chose dans sa façon de se tenir à côté de ce camion le fit prêter attention. « Oui, mademoiselle ?» demanda-t-il avec un respect instinctif. « J'ai besoin d'un kit de diagnostic hydraulique Rexroth, d'un thermomètre laser, d'un jeu de clés Allen métrique de 4 à 19 mm et, si vous en avez, d'un réchauffeur industriel portable à air pulsé avec contrôle précis de la température. » Claire parla sans hésitation, sans consulter de papier, sans incertitude. Antoine cligna des yeux, surpris. Ce n'étaient pas des demandes d'amateurs. « Nous avons tout cela ?» Il répondit. « Je vais le chercher tout de suite. » Pendant qu'Antoine allait chercher les outils, Claire ouvrit la porte de la cabine du camion et y entra. Elle alluma le contact juste pour tester les systèmes électriques.
Le tableau de bord s'alluma normalement, les voyants d'avertissement clignotant en séquence. Le moteur fonctionnait parfaitement. Le problème était exclusivement hydraulique, comme elle s'y attendait. Elle éteignit tout et descendit. Henri Breton commenta sarcastiquement à Michel Dubois, assez fort pour que Claire entende: « Elle sait demander de jolis outils. N'importe qui regarde des vidéos sur YouTube apprend ça. Voyons si elle sait s'en servir. » Antoine revint avec une boîte à outils professionnelle, le thermomètre laser, un appareil sophistiqué jaune et noir, et le réchauffeur industriel, un équipement qui ressemblait à un canon orange sur roue. Claire remercia et commença à travailler. Ses premières actions furent méthodiques, précises. Elle s'agenouilla à côté du camion et ouvrit le panneau d'accès au système hydraulique, un compartiment latéral protégé par 12 vis Allen. Ses doigts y travaillaient avec vitesse et certitude, retirant chaque vis dans la séquence correcte, les organisant en ordre sur un chiffon au sol. Il n'y avait pas d'hésitation, pas d'essai et erreur. Chaque mouvement était exact. Auguste observait en silence, bras croisés, mâchoire tendue. Il voulait qu'elle échoue. Cela confirmerait son jugement, justifierait ses paroles dures. Mais une petite partie de lui, enfouie sous des couches de douleur et de solitude, commençait à espérer qu'elle réussirait. Le panneau ouvert, Claire localisa le premier composant, la vanne proportionnelle principale, un cylindre métallique de la taille d'une bouteille de soda de 2 litres, connecté à des tuyaux haute pression et des câbles électriques. Elle commença à les déconnecter avec soin, expliquant à voix haute chaque action. D'abord, dépressuriser complètement le circuit. Si on essaie de retirer des composants avec de la pression résiduelle, cela peut provoquer un jet de fluide hydraulique à 350 bars, suffisant pour couper la chair jusqu'à l'os. Elle tourna une soupape de décharge lentement. Le sifflement aigu de l'air comprimé s'échappa, suivi d'un goutte à goutte de fluide hydraulique visqueux. Elle attendit patiemment que le dernier résidu de pression sorte. 3 minutes complètes, puis, et seulement alors, elle commença à déconnecter les tuyaux. Michel Dubois filmait tout avec son téléphone, mais son expression de plaisir cruel commençait à laisser place à quelque chose de différent. La concentration. Elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Claire retira la première vanne proportionnelle et la porta jusqu'à un établi proche. Le composant était lourd, environ 8 kilos de métal et d'engrenages internes. Elle le posa délicatement sur la surface et prit le thermomètre laser. La procédure de rinçage thermique inversée, expliqua-t-elle, non pour se vanter mais pour enseigner. C'était l'instinct militaire de documenter les processus pour une réplication future. Elle fonctionne sur le principe que la cristallisation du fluide hydraulique, par contamination avec des solvants organiques, crée des liaisons moléculaires à longue chaîne, qui sont thermodynamiquement instables au-dessus de 105 OC. Elle alluma le réchauffeur industriel et dirigea le flux d'air chaud vers la vanne. Le thermomètre laser montrait la température monter graduellement, 35 O, 50, 70, 90. Elle ajustait le réchauffeur avec une précision millimétrique, maintenant une distance exacte pour ne pas surchauffer le métal et endommager les composants internes. « Sans dessous », annonça-t-elle. « Température optimale. Maintenant, maintenir pendant 20 minutes pour assurer une pénétration thermique complète au cœur du composant. » Henri Breton s'approcha, regardant le thermomètre laser. « Vous allez déformer les composants internes avec cette chaleur. » dit-il. Mais sa voix avait moins de certitude qu'avant. « Non, » répondit Claire calmement. « Les vannes proportionnelles Scania sont fabriquées en acier allié AISI 40, avec un traitement thermique de trempe à 840 OC. 110 OC ne cause absolument aucune altération structurelle. C'est de la métallurgie de base. » Henri ne répondit pas. Il regarda Michel et Claude et pour la première fois, il y avait du doute dans ses yeux. Les 20 minutes passèrent dans un silence tendu. Les mécaniciens de l'entreprise commencèrent à se rassembler autour, formant un demi-cercle de spectateurs. La nouvelle s'était répandue dans toute la cour. Une femme réparait le camion impossible. Antoine était juste devant,
observant chaque mouvement avec l'attention d'un maître, reconnaissant l'autre maître. Quand le thermomètre afficha exactement 20 minutes, Claire éteignit le réchauffeur. Elle prit la vanne chaude, utilisant des gants de protection thermique qu'Antoine avait apportés, et la plongea immédiatement dans un grand seau de fluide hydraulique neuf, gelé, qu'elle avait demandé de préparer pendant le chauffage. Le choc thermique fut violent, le fluide bouillonna autour de la vanne, créant de la vapeur et des bulles intenses. Elle maintint le composant immergé pendant exactement 60 secondes, comptant mentalement. Quand elle retira la vanne, le fluide cristallisé qui avait bloqué les mécanismes internes s'était complètement dissous. Elle fit tourner manuellement les cylindres internes de la vanne. Ils bougeaient librement, doucement, sans aucun blocage. La procédure avait fonctionné. « Mon Dieu !» murmura Antoine incrédule. « Ça a marché, ça a vraiment marché. » Auguste fit un pas en avant, les yeux écarquillés. Il l'avait vu de ses propres yeux, mais c'était encore difficile à croire. Claire ne s'arrêta pas pour célébrer. Elle répéta le processus avec les 4 autres vannes proportionnelles principales, travaillant à un rythme constant et précis, chauffer, maintenir la température, refroidir brusquement. Chaque vanne prenait environ 25 minutes. Elle travailla pendant près de 2 heures à cette étape, sans pause, sans se plaindre, complètement concentrée. Pendant ce temps, elle expliquait « Maintenant, je vais travailler sur les vérins hydrauliques télescopiques. Ceux-ci sont plus complexes. » Elle se dirigea vers le camion et commença à démonter les vérins principaux, d'énormes structures de 1,80 de long et 20 cm de diamètre, pesant environ 45 kg chacune. Elle eut besoin de l'aide d'Antoine et de 2 mécaniciens pour les retirer en toute sécurité et les apporter à l'établi. Avec les cylindres démontés, Claire exposa les joints, des pièces en caoutchouc synthétique de haute résistance qui assuraient l'étanchéité parfaite entre le piston mobile et le corps du cylindre. Elle retira l'un des joints et le tint pour que tous le voient. « Regardez ici », dit-elle, montrant le joint à Henri, Michel, Claude et Auguste. « Voyez comment le matériau est gonflé et irrégulier. Ce n'est pas de la corrosion chimique, c'est une absorption de solvant. Le joint a absorbé des molécules de solvant organique du fluide contaminé et s'est dilaté de 3 à 4 mm au-delà de son diamètre nominal. » Elle passa le joint à Henri Breton, qui l'examina attentivement. Il tâta le matériau, testa l'élasticité, vérifia visuellement la surface et, à sa surprise absolue et horreur professionnelle, réalisa qu'elle avait entièrement raison. Il n'y avait pas de corrosion, il y avait absorption. S'il s'agissait d'une corrosion chimique réelle, Claire continua, il y aurait une dégradation superficielle, des fissures, une perte d'élasticité et un changement de couleur vers le marron ou le noir. Mais sentez, le matériau est toujours flexible, la couleur est uniforme, seul le diamètre a changé. Cela indique clairement une absorption réversible de solvant, pas une dégradation irréversible. Henri Breton pâlit. Il avait fait un diagnostic de 45 000 € basé sur une analyse qui était fausse, complètement fausse, et une femme de ménage avait identifié l'erreur en 3 heures. « Antoine », appela Claire, « j'ai besoin de joints en viton résistants aux produits chimiques, spécification NBRF-KM, dureté Shore 90, diamètre interne de 84 mm. Avez-vous cela en stock ?» Antoine vérifia le système d'inventaire sur l'ordinateur de l'atelier. « Nous n'avons pas cette spécification exacte, » répondit-il, « mais nous avons des joints Caterpillar pour pelleteuse 320D qui nous restent de la dernière maintenance. Laissez-moi vérifier le diamètre. » Il prit l'un des joints, 84 mm, diamètre compatible. « Parfait, » dit Claire. Le Viton Caterpillar est même meilleur que l'original Scania pour l'application avec des produits chimiques agressifs. Nous allons utiliser cela. Elle commença à installer les nouveaux joints dans les vérins hydrauliques, mais il ne s'agissait pas simplement de placer le joint. Elle appliquait une fine couche de graisse de montage spécifique, une graisse synthétique compatible avec le fluide hydraulique sur chaque joint avant de l'installer,
et vérifiait le couple d'installation avec un dynamomètre calibré, garantissant exactement 45 nénumètres de serrage sur chaque vis de fixation. Un couple insuffisant provoque des fuites, expliquait-elle en travaillant. Un couple excessif déforme les joints et provoque une défaillance prématurée. La précision est tout. Bernard Leclerc, l'investisseur qui s'était moqué d'elle dans la salle, était maintenant complètement silencieux, observant avec un respect croissant. Ernest Leroy, l'autre investisseur, murmura à Auguste. « Où avez-vous trouvé cette femme ?»« Je ne l'ai pas trouvée, » répondit Auguste à voix basse, la voix chargée de honte. « Elle était là tout le temps. C'est moi qui n'ai pas vu. » Claire remonta complètement les vérins hydrauliques. Pistons, joints, couvercles, vis, chaque composant nettoyé, lubrifié et vérifié. Puis elle et Antoine, avec l'aide de 2 autres mécaniciens, réinstallèrent les lourds vérins sur le camion. Chaque connexion fut faite avec un soin méticuleux. Chaque tuyau fut connecté dans la séquence correcte. Chaque vis fut serrée au couple spécifié par le manuel technique. « Maintenant, » annonça Claire, « j'ai besoin de fluide hydraulique synthétique ISO VG68. L'original était du VG46, qui a une viscosité plus faible et est plus susceptible à la cristallisation à haute température. Le VG68 est plus visqueux, plus stable thermiquement et beaucoup plus résistant à la contamination chimique. » Antoine apporta 4 bidons de 20 litres de fluide Shell Tellus S2 VX68, un fluide hydraulique synthétique premium de dernière génération. Claire remplit lentement le réservoir hydraulique du camion, vérifiant attentivement le niveau jusqu'à atteindre la marque exacte de capacité, 120 litres. 2h43 après avoir commencé, Claire était couverte d'huile hydraulique des coudes aux mains, le visage brillant de sueur, les cheveux en désordre s'échappant de sa queue de cheval, son uniforme bleu taché de graisse noire. Mais ses yeux brillaient d'une satisfaction contenue de mission accomplie. « Système monté », annonça-t-elle au groupe. « Maintenant, je vais pressuriser le circuit graduellement pour vérifier les fuites et ensuite effectuer le test fonctionnel complet. » Elle monta dans la cabine, alluma le contact et actionna la pompe hydraulique principale. Le moteur du camion Scania rugit. Un son profond, puissant, sain. Claire surveillait le manomètre numérique tandis que la pression montait graduellement dans le système. 50 bars, 100 bars, 150 bars, 200 bars. Elle s'arrêta, éteignit la pompe, descendit et inspecta visuellement toutes les connexions, tous les tuyaux, toutes les vannes. Aucune fuite. Pas une goutte. « Continuons, » dit-elle en remontant. 250 bars, 300 bars, 320, 340, 350 bars, pression maximale opérationnelle. Le système était stable, complètement stable. Auguste sentit son cœur s'accélérer. Pour la première fois en 2 semaines, il y avait une lueur d'espoir réelle, tangible, palpitant dans l'air. Claire redescendit et fit une dernière inspection visuelle complète. Satisfaite, elle remonta dans la cabine et regarda le groupe réuni. « Test fonctionnel », annonça-t-elle, et actionna les commandes hydrauliques de la benne basculante. Le son fut majestueux, un rugissement hydraulique profond, puissant, contrôlé. Les vérins télescopiques commencèrent à s'étendre, soulevant lentement la benne géante de 30 000 litres. Doucement, uniformément, sans à-coups, sans bruits anormaux. Elle monta à 20 eaux, 30 eaux, 45 eaux, 60 eaux, angle maximal complet. La benne resta suspendue en l'air, absolument stable, et puis, sur commande précise de Claire, redescendit de manière contrôlée à la position horizontale. Parfait, absolument et incontestablement parfait. La cour explosa. Des applaudissements spontanés de tous les mécaniciens et employés qui s'étaient rassemblés pour assister. Des cris de célébration. Antoine avait les larmes aux yeux. 2 jeunes mécaniciens sautaient en s'étreignant. Claire sortit de la cabine et se tint debout à côté du camion, épuisée mais victorieuse.
Auguste était paralysé, bouche ouverte, incapable de traiter complètement ce qu'il venait de voir. Ce camion déclaré perte totale et irréparable par 3 ingénieurs spécialisés de Scania fonctionnait parfaitement. En moins de 3 heures, une femme de ménage en uniforme bleu avait fait l'impossible. Bernard Leclerc fut le premier à trouver les mots. Mon Dieu, elle l'a vraiment réparé. En moins de 3 heures, elle a fait ce que 3 équipes d'ingénieurs disaient être impossible. Antoine s'approcha de Claire, les yeux brillants d'un profond respect. Mademoiselle, je travaille avec des camions depuis 32 ans. Je n'ai jamais vu personne faire ce que vous venez de faire. Ce n'était pas seulement de la mécanique, c'était de l'art pur. Claire, épuisée, répondit simplement. C'était de l'entraînement militaire, monsieur Antoine, et la nécessité de sauver mon emploi. Auguste s'avança lentement vers Claire. Chaque pas semblait peser une tonne. Il regarda le camion fonctionnant parfaitement, puis les ingénieurs de Scania qui étaient pâles et silencieux, puis de nouveau cette femme en uniforme bleu taché de graisse. Et, finalement, il comprit l'ampleur de ce qui s'était passé là. Ce n'était pas seulement un camion réparé, c'était tout ce qu'il croyait savoir sur le monde, et qui était faux. Il s'arrêta devant Claire, et pour la première fois depuis des années, Auguste Fournier ressentit quelque chose qu'il avait oublié. Une véritable humilité. Pas la fausse humilité des discours d'entreprise, mais l'humilité brutale de reconnaître que vous avez jugé quelqu'un de manière cruelle et complètement injuste. Mademoiselle Dubois, commença-t-il, la voix altérée par l'émotion. Il dut s'éclaircir la gorge 2 fois avant de continuer. Je dois vous demander pardon, non seulement de douter de vous, mais de vous humilier publiquement d'une manière qui fut... Il chercha le mot juste et ne trouva rien qui lui rende justice. Ce fut cruel, ce fut inhumain. Vous m'avez offert une solution pour sauver mon entreprise et je vous ai traité comme si vous étiez moins que rien, comme si votre valeur en tant que personne pouvait être mesurée par le poste que vous occupez. C'est impardonnable. Les larmes que Claire avait retenues pendant toute l'humiliation commencèrent maintenant à couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de soulagement, de validation, de justice, enfin rendue. Je vous ai traité de présomptueuse, Auguste continua, chaque mot lui coûtant un morceau de son orgueil. J'ai dit que vous n'aviez pas la capacité intellectuelle. J'ai menacé de détruire toute votre carrière dans cette région. Et pire, je vous ai jugé pour avoir travaillé comme femme de ménage, comme si accepter un travail honnête pour nourrir votre famille était une sorte de défaut de caractère, alors qu'en réalité, c'était une démonstration de force et de dignité que je n'ai pas été capable de voir. Claire le regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Une humanité sincère, un repentir réel. Ce n'était pas une performance, c'était un homme confrontant ses propres démons. « J'accepte vos excuses, monsieur », dit-elle doucement. Mais Auguste n'avait pas fini. Il se tourna vers Henri Breton, Michel Dubois et Claude Mercier, qui étaient regroupés dans un silence gêné. « Et vous 3 ?» dit Auguste d'une voix dure. « Vous m'avez facturé 45 000 € pour un diagnostic complètement erroné, 45 000 €. Et quand quelqu'un a essayé de vous corriger, vous l'avez humilié, ridiculisé, filmé pour la transformer en blague. Avez-vous quelque chose à dire ?» Henri Breton fit un pas en avant. C'était un homme de 56 ans, respecté dans l'industrie, avec un ego aussi grand que sa réputation. Admettre une erreur n'était pas chose facile, mais il venait d'assister à quelque chose qui avait ébranlé les fondations de ses certitudes professionnelles. « Mademoiselle Dubois, » commença-t-il à voix basse, « je vous dois des excuses. Vous aviez absolument raison. Le diagnostic que nous avons fait était faux. Chaque mot semblait arraché au forceps. Nous avons supposé une contamination chimique irréversible parce que c'est la norme pour ce type de transport et de défaillance du système. Mais nous n'avons pas envisagé la possibilité d'une cristallisation réversible et la procédure de rinçage thermique. » Il secoua la tête avec une admiration réticente. « Je n'avais jamais vu cela en application civile. C'était brillant, simplement brillant. » Michel Dubois s'approcha, tenant son téléphone.
Je m'excuse aussi, dit-il. Et il y avait une honte sincère dans sa voix. Je vous ai complètement sous-estimé. Je vous ai jugé sur les vêtements que vous portez et non sur la personne que vous êtes. Ce que j'ai filmé, il déverrouilla son téléphone, ouvrit la galerie et devant tout le monde, supprima les vidéos. Voilà, effacé. Vous méritez le respect, pas la moquerie, et je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir vu depuis le début. Claude Mercier, le troisième ingénieur, ajouta « J'ai dit que vous deviez accepter votre place, que vous étiez né pour nettoyer, pas pour penser. » Ces mots furent, il chercha comment les décrire, furent répugnants, et j'ai une profonde honte de les avoir prononcés. Vous nous avez donné une leçon qu'aucune université n'aurait pu enseigner. Antoine, le chef d'équipe de maintenance, qui avait tout observé avec une attention silencieuse, s'approcha. « Mademoiselle, je dois savoir une chose, » dit-il avec une curiosité sincère. « Où avez-vous exactement appris tout cela ? Parce que ce que vous avez fait ici aujourd'hui n'est pas une connaissance qu'on acquiert dans un cours de base. » Claire essuya ses mains sur un chiffon, laissant des taches de graisse sur le tissu. « Au 5e régiment du génie de combat à Toulouse, monsieur Antoine. J'ai fait 5 ans de service actif, un cours de formation de sergent spécialiste en maintenance de véhicules blindés, 3 cours de perfectionnement en systèmes hydrauliques à haute pression, un stage de 2 mois au centre d'instruction de l'arme blindée cavalerie à Saumur. J'ai servi dans 4 opérations militaires en Guyane. Opération Bouclier Vert 2, Opération Jaguar, Opération Guyane 4 et Opération Gardien du Biome. » Elle fit une pause en regardant le camion qu'elle venait de ressusciter. Dans ces opérations, nous devions improviser des solutions techniques dans des conditions extrêmes, sans accès à des pièces d'origine, sans structure d'atelier, parfois en pleine jungle, avec 40 lots de chaleur, sous la pluie, avec des moustiques de la taille d'hélicoptères. Elle sourit légèrement au souvenir. L'armée m'a appris une chose fondamentale. Impossible n'est qu'un mot utilisé par ceux qui ont abandonné avant d'essayer. Auguste sentit quelque chose bouger en son fort intérieur. Ce n'était pas seulement de l'admiration pour sa compétence technique, c'était quelque chose de plus profond. C'était de la honte, une honte profonde et mordante pour la façon dont il l'avait traitée. Il se rappela les mots qu'il avait prononcés. « Si vous étiez si bonne, pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage ?» Maintenant, il comprenait la cruauté brutale de cette question. Il comprenait l'injustice d'un système qui ignore les talents extraordinaires parce qu'ils ne sont pas emballés dans le format attendu. « Mademoiselle Dubois, » dit Auguste, et maintenant il y avait de la détermination dans sa voix. « Je veux vous faire une proposition. En fait, ce n'est pas une proposition, c'est une supplique. Je veux que vous soyez la directrice technique de la logistique Rhône-Alpes. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Elle ne s'y attendait pas. « Salaire initial de 28 000 € mensuels, » continua Auguste rapidement, « plus une participation de 3% au bénéfice net annuel de l'entreprise, une voiture de fonction. Vous pouvez choisir le modèle que vous préférez. Un plan de santé premium pour vous et toute votre famille, y compris une couverture complète et illimitée pour le traitement de votre frère Théo dans n'importe quelle clinique spécialisée de votre choix. Et une autonomie complète pour restructurer tout le secteur de la maintenance de la flotte comme bon vous semble. Vous ne rendrez compte à personne d'autre qu'à moi. Vous aurez votre propre budget, la liberté d'embaucher et de licencier, un pouvoir de décision total sur les procédures techniques. Le silence était absolu. 28 000 € mensuels. Claire gagnait 800 €. C'était une augmentation de 15%. C'était la différence entre survivre et vivre dignement. Mais elle resta silencieuse pendant de longues secondes, digérant l'information. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant, traçant des sillons propres à travers la saleté et la graisse. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de justice, enfin rendues après des mois de lutte silencieuse. « J'accepte, monsieur, dit-elle finalement, la voix tremblante, « mais j'ai une condition. »« Laquelle ?» demanda Auguste immédiatement. « Ce que vous voulez. Je veux que vous embauchiez au moins 3 anciens militaires par an, » dit Claire avec fermeté, « en donnant la priorité à des personnes comme moi,
des personnes qui ont besoin de recommencer leur vie civile, mais ne trouvent pas d'opportunité parce que le marché ne reconnaît pas notre expérience. L'armée française forme les meilleurs techniciens, les professionnels les plus disciplinés et compétents du pays. Mais quand nous partons, nous sommes traités comme si nous ne savions rien, comme si les années de service, les cours, les opérations ne signifiaient rien. Je veux changer cela. Je veux donner à d'autres personnes la chance que vous me donnez maintenant. Auguste sourit pour la première fois depuis des semaines. Un sourire authentique qui atteignit ses yeux et illumina son visage fatigué. Ce n'est pas une condition, Claire. C'est un ordre auquel j'aurais déjà dû penser seul. C'est fait. 3 anciens militaires par an au minimum, et je l'établirai comme politique officielle de l'entreprise. Antoine commença à applaudir. Puis, les autres mécaniciens se joignirent. Ensuite, Jean-Charles, le directeur des opérations, Bernard Leclerc et Ernest Leroy, les investisseurs, applaudirent avec un respect sincère. Même Henri, Michel et Claude applaudirent, reconnaissant non seulement la compétence technique, mais la transformation humaine dont ils étaient témoins. « Il y a encore une chose », dit Auguste lorsque les applaudissements cessèrent. Il se tourna vers Michel Dubois. « Michel, vous aviez votre téléphone pour filmer l'échec de Claire, n'est-ce pas ?» Michel hocha la tête, honteux. « Alors je veux que vous filmiez maintenant. Filmez ce que je vais dire, parce que je veux que cela soit enregistré. » Michel hésita, puis alluma la caméra de son téléphone et la pointa vers Auguste. « Mon nom est Auguste Fournier, » dit Auguste directement à la caméra. « Je suis le propriétaire de la logistique Rhône-Alpes, et aujourd'hui, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie professionnelle. J'ai jugé une employée sur les vêtements qu'elle portait, sur le poste qu'elle occupait, sur son apparence, et j'ai failli commettre l'erreur la plus coûteuse de ma carrière, l'erreur d'ignorer un talent extraordinaire parce qu'il ne se présentait pas sous le format que j'attendais. Claire Dubois, notre nouvelle directrice technique, a sauvé cette entreprise aujourd'hui, non seulement en réparant un camion, mais en m'apprenant que la dignité, la compétence et la valeur humaine n'ont rien à voir avec les titres ou les postes. Elles ont à voir avec le caractère, la connaissance et le courage de faire ce qui est juste, même quand tout le monde doute de vous. Il fit une pause et regarda directement la caméra. Si vous êtes un entrepreneur, un gérant, un chef d'équipe, soyez attentifs. Les plus grands talents de votre entreprise peuvent être cachés dans les endroits les plus improbables. Ils peuvent être en train de nettoyer votre sol, de servir votre café, d'organiser vos archives. Et si vous n'avez pas l'humilité de les voir, vous n'êtes pas seulement injuste, vous êtes stupide d'un point de vue commercial, car vous jetez de l'or à la poubelle. Michel éteignit la caméra. « Je peux le poster sur les réseaux sociaux de l'entreprise ?» demanda-t-il. « Vous pouvez, » répondit Auguste, « et je veux que vous le fassiez. » Jean-Charles s'approcha de Claire, les yeux brillants. « Directrice, » dit-il, testant le titre et appréciant le son. « Bienvenue à la direction. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez compter sur moi. » Bernard Leclerc, l'investisseur, commenta à Auguste. « Bah, si vous l'aviez embauché depuis le début, nous aurions économisé 45 000 € en diagnostic erroné et 2 semaines d'agonie. C'est la meilleure embauche que vous ayez jamais faite. » Et Claire, toujours en train de tout assimiler, regarda le camion Scania R500, le véhicule qui avait failli être mis au rebut comme perte totale, qui était devenu la scène de sa justification, et ressentit une profonde gratitude, non seulement pour avoir réussi à prouver sa valeur, mais pour avoir survécu à l'humiliation, sans perdre sa dignité, sans abandonner, sans accepter la place qu'on avait tenté de lui imposer. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle à Auguste. « Maintenant ?» il répondit. « Enlevez cet uniforme bleu et venez avec moi au 3e étage. Un bureau vous attend. » 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce jour transformateur dans la cour de la logistique Rhône-Alpes. Et mes amis, vous n'allez pas croire la révolution qui a eu lieu. L'entreprise qui était au bord de l'effondrement financier est maintenant une référence nationale en excellence opérationnelle. Et au centre de cette transformation se trouve Claire Dubois,
Non plus la femme de ménage invisible, mais la directrice technique la plus respectée du secteur des transports en Rhône-Alpes. Sous la direction de Claire, l'ensemble de la flotte de 87 camions a subi une révolution technique. Elle a mis en œuvre des protocoles de maintenance préventive basés sur des normes militaires adaptées à l'application civile. Les résultats ont été impressionnants. Le taux de panne mécanique a chuté de 76%. Le temps moyen d'inactivité pour la maintenance a été réduit de 64%. Et les économies annuelles, grâce aux réparations d'urgence évitées, ont atteint un incroyable 3,7 millions d'euros. Claire a personnellement formé toute l'équipe de maintenance, élevant le niveau technique de l'entreprise à des sommets jamais atteints. Elle a créé un programme interne appelé « Excellence sans limite », où les mécaniciens de l'entreprise reçoivent des certifications avancées, entièrement sponsorisées par le transporteur. Certification en système d'injection électronique, diagnostic de transmissions automatisées, maintenance de systèmes de freinage, ABS, soudure spécialisée. La logistique Rhône-Alpes est devenue une école de formation technique, créant un cercle vertueux de connaissances. Et la promesse que Claire avait faite, Auguste l'a largement tenue. L'entreprise a embauché 9 anciens militaires au cours des 2 dernières années et demie. 4 mécaniciens, 2 chauffeurs spécialisés dans le transport de matières dangereuses, 2 coordinateurs logistiques et un spécialiste de la sécurité opérationnelle, tous choisis personnellement par Claire. Chacun d'eux avait été ignoré par le marché civil, malgré des compétences exceptionnelles. Maintenant, tous prospèrent. La logistique Rhône-Alpes a remporté 4 prix nationaux d'excellence en gestion de flotte et d'innovation en maintenance préventive. Claire a été invitée à prendre la parole lors de congrès techniques de la Fédération nationale des transports routiers. Elle est devenue une voix influente dans l'industrie, partageant ses connaissances avec des entreprises de toute la France. Les grands concessionnaires Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF la consultent régulièrement pour former leurs propres équipes techniques en diagnostic avancé. Celle qui a été humiliée par des ingénieurs certifiés enseigne maintenant à ces mêmes ingénieurs. Et la vie personnelle de Claire s'est complètement transformée. Son frère Théo, maintenant âgé de 21 ans, reçoit un traitement d'excellence dans une clinique spécialisée, entièrement couvert par le plan de santé premium de l'entreprise. Ses progrès ont été remarquables. Il a développé des compétences en communication, a gagné en indépendance, a commencé à participer à des activités de groupe. Ses parents, Antoine et Louise, tous deux âgés de 70 ans maintenant, ont pu enfin prendre leur retraite avec dignité et tranquillité financière, sachant que leur fille assure l'avenir de la famille. Claire a acheté une maison spacieuse et confortable pour tous, avec une chambre spécialement adaptée aux besoins de Théo, avec des couleurs douces, des équipements thérapeutiques et un espace sûr où il peut être lui-même sans jugement. Mais la transformation la plus profonde a eu lieu chez Auguste Fournier. L'entrepreneur, endurci par la douleur et la solitude, a trouvé en Claire non seulement une employée exceptionnelle, mais un miroir qui l'a forcé à affronter ce qu'il était devenu. La leçon brutale d'humilité qu'elle lui a donnée, non par des mots, mais par une compétence pure, quand tous doutaient, l'a reconnecté à sa propre humanité perdue. Auguste s'est réconcilié avec sa fille Monique. Elle a recommencé à lui rendre visite régulièrement, surprise et soulagée par le changement sincère de son père. Il a appris à valoriser les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. Il a appris qu'écouter est plus important que d'ordonner, que l'humilité est une force, non une faiblesse, et il a créé quelque chose d'extraordinaire, un programme de responsabilité sociale appelé « Compétences sans étiquette ». Le programme identifie et recrute des personnes talentueuses qui ont été systématiquement ignorées par le marché, en raison de préjugés sur l'apparence, l'origine sociale, l'âge, le manque de diplôme formel ou des situations personnelles difficiles. Au cours des 2 dernières années, le programme a révélé des talents incroyables. Une ancienne détenue, devenue la meilleure contrôleuse de trafic, un jeune de banlieue sans enseignement supérieur,
qui a révolutionné le système de routage numérique, une femme transgenre, la plus efficace en contrat d'entreprise. L'impact culturel a été profond. Le taux de rotation du personnel est passé de 34% par an à seulement 5%. La logistique Rhône-Alpes a été élue 3 fois consécutives parmi les 100 meilleures entreprises où travailler en France. Un lundi matin ensoleillé, Claire est dans la cour de maintenance, maintenant modernisée avec des équipements de dernière génération, un sol époxy brillant, un éclairage LED éclatant, en train de former une nouvelle mécanicienne récemment embauchée. Jessica, 23 ans, également ex-militaire, spécialiste en maintenance d'aéronefs. Les deux travaillent côte à côte sur un camion Mercedes-Benz Actros, tandis qu'autour, une équipe multidisciplinaire de 18 techniciens, hommes et femmes de divers âges et origines, collabore sur différents véhicules. Auguste descend de son bureau pour observer la scène. Il reste là en silence, observant simplement et souriant. Il s'approche de Claire. « Vous savez que vous avez complètement transformé cette entreprise, n'est-ce pas ?» Claire sourit. « Non, monsieur Auguste, j'ai juste montré ce qui a toujours été là, le potentiel des gens quand ils ont une réelle opportunité de prouver leur valeur. C'est vous qui avez choisi de croire et de construire là-dessus. » Auguste réfléchit à ce jour, il y a 2 ans et demi, où il avait humilié une femme de ménage qui tentait de l'aider. Les mots cruels, le mépris, l'arrogante certitude qu'elle ne pouvait rien savoir d'utile. « Claire, dit-il avec sérieux, je pense souvent à ce jour, et chaque fois je ressens de la honte, mais je ressens aussi de la gratitude parce que vous m'avez donné la plus grande leçon de ma vie. La valeur d'une personne n'est jamais dans le poste qu'elle occupe ou les vêtements qu'elle porte. Elle est dans la connaissance qu'elle possède, le caractère qu'elle démontre et le courage de faire ce qui est juste, même quand tout le monde doute. Et vous m'avez appris que les gens peuvent changer. » Claire répond que reconnaître une erreur et la transformer en croissance est plus précieux que de n'avoir jamais commis d'erreur. « Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement mon chef, vous êtes quelqu'un que je respecte profondément. » Cet après-midi-là, le camion Scania R500, celui qui avait failli être mis au rebut comme perte totale, part pour une nouvelle liaison. Il a déjà parcouru 230 000 kilomètres depuis la réparation révolutionnaire de Claire, fonctionnant parfaitement. Les chauffeurs l'ont affectueusement surnommé l'indestructible, et il est devenu le symbole vivant de la philosophie qui définit la logistique Rhône-Alpes. Ne sous-estimez jamais personne, n'abandonnez jamais l'impossible et valorisez toujours la compétence réelle au-dessus des références superficielles. Parce que les plus grands talents, mes chers amis, sont souvent cachés dans les endroits les plus improbables, n'attendant qu'une chance de briller.